le Louvre a prêté un de ses chefs-d'œuvre principaux, parce que c'est le chef-d'œuvre qui se trouve au premier étage du musée du Louvre. Quand, vous savez, vous êtes dans les appartements de Louis XIV, vous voyez, dans Pio-Alain, et là, vous quittez la chambre du roi, de notre roi, pour voir Toutankhamon face à Amon. Ça doit faire un grand vide, d'ailleurs, j'ai pas vu comment c'était depuis, mais d'ailleurs, vous voyez que ça fait un grand plein quand on arrive, on la prend en pleine figure, on la voit comme on ne la voit jamais au Louvre, elle est éclairée d'une façon extraordinaire, et évidemment, elle est là pour représenter ce qui est arrivé à Toutankhamon. Vous savez, c'est le début de l'histoire, on a voulu l'annihiler, on a voulu le détruire, et voyez ce qu'on lui a fait. C'est-à-dire, il avait rétabli le culte d'Amon, donc il est protégé par Amon. Le roi, on lui a coupé la tête, coupé les bras, qu'il ne puisse ni exister ni agir, et on a même coupé les mains d'Amon pour que ce dieu ne puisse plus le protéger, le présenter, avoir quelque action en sa faveur. Donc on a voulu le faire disparaître, et c'est justement l'histoire de cette exposition. Vous voyez, on a voulu le faire disparaître, Carter le découvre, on visite l'ensemble, on va jusqu'au corps du roi, on voit tout ce qui permet son voyage dans l'au-delà, sa résurrection au matin sous forme de soleil, et on va aller jusqu'au bout, et puis on a Carter qui le redécouvre, vous savez, à la fin, et puis là c'est l'explosion, cet enfant orphelin, voyez, qui finit par mourir en étant un jeune homme qui n'a pas eu le temps de régner, enfin qui a eu le temps de régner quand même, mais qui n'a pas eu le temps d'avoir une vie telle qu'on l'entend, qu'on a voulu détruire totalement, et en fin de compte, eh bien, grâce à ça, il est devenu en fait la personne la plus connue de l'histoire, et on voulait qu'on ne puisse plus jamais prononcer son nom, et nous prononçons son nom à longueur de temps. C'est une très bonne question. Oui, je peux vous le prononcer en égyptologue, parce que comment dire, l'accent exact, ça va pas être facile, mais c'est quelque chose du type. Alors son nom est très long, hein, mais je vais vous donner juste ces 4 derniers noms. Donc c'est le roi de Haute-Basse-Égypte, Nepreperuria, donc qui voulait dire le maître des manifestations, c'est Ré. Ré, c'est le dieu solaire. Et puis il était le fils de Ré, donc du soleil, et là c'est son nom, donc Toutankhamon Hekayunushemao. Voilà, et donc ça signifie la image vivante d'Amon, seigneur de l'Héliopolis de Haute-Égypte. Cette tombe, c'est peu après la mort de Toutankhamon. On a des gens qui sont entrés, qui ont commencé à essayer de piller, et qui ont visiblement été arrêtés par la police pharaonique. Vous comprenez? Et alors la tombe refermée, etc., re-rangée, ils n'ont pas pris grand-chose. Hein. Mais je veux dire, depuis le Nouvel Empire, depuis la 18e dynastie, personne n'était entré. Alors là, on est tranquille, parce que cette tombe était non seulement scellée, mais en plus, il y avait cette couche de gravats, qui est donc une couche archéologique, qui était parfaitement hermétique et uniforme, avec en plus les maisons de repos des ouvriers par-dessus, datant du Nouvel Empire. À l'époque ramesside, donc pas longtemps après, on ne savait même plus qu'il y avait une tombe là. Au Nouvel Empire, hein, on met dans la tombe du roi des objets liturgiques, des objets qui vont lui servir magiquement, si vous voulez, pour à ressusciter dans l'autre monde, à suivre la course du soleil, à devenir lui-même partie intégrante du soleil, à avoir, enfin, etc., etc. Donc des objets faits exprès pour la tombe. Et puis on a des objets de la vie quotidienne, alors de la vie quotidienne d'un roi, hein, c'est-à-dire des vêtements. Vous voyez ici, on a des gants, c'est absolument dingue. On a un trône d'enfant qui nous rappelle qu'il est monté sur le trône étant un petit enfant. On a même de la nourriture. Alors, ce qui est assez amusant, enfin, c'est que le roi est momifié, et donc sa nourriture est momifiée aussi. Et puis en plus, les boîtes de conserve sont en forme du plat consommé par le roi en fait. Et en fin de compte,
on est dans un mode de pensée là qui ressemble assez au nôtre. C'est-à-dire que nous, si vous avez, je sais pas, une boîte d'haricots verts, il y a la photo des photos d'haricots verts. Enfin, je sais pas, il y a marqué haricots verts et en plus il y a la photo. Ben, les Égyptiens, vous voyez bien, en gros, il va y avoir marqué, je sais pas, pâté de canard, j'invente, hein, mais ce sera en forme de canard. Voilà, et il y aura le canard à l'intérieur, évidemment. Il y a une troisième catégorie d'objets qui sont des simulacres. Alors, on a des simulacres d'objets de la vie quotidienne. En plus de vrais objets de la vie quotidienne, vous voyez, on a des boomerangs ici, des vrais boomerangs égyptiens, bien sûr. Ils ne sont pas allés en Australie, les Égyptiens. C'est pas parce qu'on invente le même outil que bien sûr qu'il y a un lien, là c'est clair. Mais on a des vrais boomerangs ici, en bois, qu'on pourrait lancer. Enfin, ce serait gênant d'aller chasser les oiseaux avec ça. Mais ils sont vraiment utilisables. Ils ont peut-être été réellement utilisés par Toutankhamon. Hein. Donc, ça nous fait trois catégories en fait, des objets qui seraient purement funéraires, des objets qui seraient purement pratiques, et puis des simulacres d'objets pratiques. Et ici, je le vois comme je ne l'ai jamais vu. Bon, ça, c'est pas l'égyptologue qui vous répond, c'est l'enfant qui sommeille à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il est tellement beau, c'est incroyable. Alors, c'est une grande statue en bois, peinte en noir, enfin c'est un bitume, un mélange bitumineux. Et puis, donc ses chairs sont peintes en noir, et ses vêtements, etc., sont couverts de feuilles d'or. Il est un peu plus grand que taille nature, puisque Toutankhamon faisait 1,65 m à la louche. C'est difficile de savoir exactement sa taille à quelques centimètres près. Souvent les gens croient d'ailleurs qu'1,65 m c'est très petit. Alors c'est très petit pour nous, mais les Égyptiens dans l'Antiquité étaient généralement pas très grands quand même. Donc il est dans la moyenne, quoi. Vous voyez ? Là, c'est une grande statue. En plus, il y a le socle qui en rajoute l'éclairage, enfin, etc. En fait, il y a une paire, donc l'autre est resté au Caire, et ces deux gardiens donc étaient placés de part et d'autre du passage muré entre l'antichambre et le caveau. Et ils protégeaient le caveau des ennemis de Toutankhamon, principalement des ennemis de l'au-delà. Des mauvais génies, enfin bon, etc. Mais en même temps, ces deux statues représentent Toutankhamon. C'est très intéressant parce que c'est lui et quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre plutôt, vous voyez. C'est le roi dans sa plénitude et un gardien qui protège le corps du roi. La statue du roi sur son esquif en papyrus lié, en fait, en botte de papyrus, avec un harpon à la main, la corde, vous savez, dans l'autre, c'est la corde du harpon, en fait, est en bois doré. L'esquif, lui, est en bois, vous savez, pas en verre, couleur du papyrus. Et puis, le personnage est entièrement couvert de feuilles d'or. Et il a l'air de courir. Alors l'esquif est tout petit, c'est plus petit qu'une planche de surf. Donc bien entendu, si le roi chassait pour de vrai sur un esquif comme ça, il serait beaucoup plus grand. Mais peu importe, c'est pas la taille qui compte, c'est l'objet, c'est son image. Et puis le roi a l'air de courir. Et en fait, cette attitude ne veut pas dire qu'il court, ce n'est pas une photo, ce sont des hiéroglyphes. Et cette attitude signifie faire un effort, faire une activité puissante. Donc il a une activité puissante, évidemment, puisqu'il pêche, chasse au harpon. Alors on a deux choses possibles, parce qu'on n'a pas ce qui est chassé. La pêche au poisson, ça c'est clair. Puis alors le roi n'est pas penché en avant, pas trop, parce qu'il faut quand même qu'il soit le garant de l'ordre, de l'équilibre, c'est-à-dire Ma'at, il faut que ça se voit. Et puis, il a ce harpon, cette corde, et en fait on sait ce qu'il fait, donc il pêche soit les poissons, des gros poissons, soit l'hippopotame. C'est probablement l'hippopotame parce que là c'est le roi, mais les deux existent dans les scènes royales. Donc l'hippopotame c'est une chasse dangereuse, Enfin dans tous les cas, c'est... En fait, ils sont en noir parce que le noir, alors c'est pas une couleur de deuil, c'est la couleur de la terre. Noir se dit terre arable en égyptien. Vous voyez ? Donc c'est la fertilité, la richesse, la plénitude, etc. Et puis, quand même, parce que ça c'est une chose importante, l'Égypte s'appelle le terreau, Kemet. Et aussi,
Ce mot Kemet eh bien, donne un adjectif, Kémi, qui veut dire égyptien. Et ce Kémi égyptien passe en arabe, à travers le copte, en alchémie, et qui signifie la science égyptienne. Et cette alchémie devient l'alchimie et la chimie actuelle. Donc quand vous faites de la chimie, vous faites des hiéroglyphes.